Bonjour, l'émergence de l'Afrique est au cœur de très nombreuses discussions. Aujourd'hui, dans notre émission Africa Europa, nous allons parler précisément de l'émergence des acteurs économiques dans l'Afrique de demain. Avec Ousmane Kaba. Bonjour Ousmane. Bonjour Mona. Nous débattons avec Marie de Tilly. Bonjour. Bonjour Mona. Vous êtes coach en business étiquette. Oui, je suis coach en business étiquette. Et je travaille aussi bien en Afrique que dans d'autres endroits du monde. Mais nous allons parler de l'Afrique. Nicole Soulou, bonjour. Bonjour Vous êtes la créatrice du Forum économique Makutano. Tout à fait. Tout à fait. Charles Goerens, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé du groupe libéral et démocrate. Et Joël Bouleli, bonjour. Vous êtes chef d'entreprise d'origine africaine. Bonjour Mona. Donc voilà. Pour commencer, nous allons commencer avec Marie de Tilly, qui a bien introduit son activité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'est le business étiquette? Le business étiquette, c'est savoir travailler en équipe, c'est savoir travailler ensemble, c'est le bon comportement à avoir quand on travaille. Ça va du dress code au protocole, comment on se comporte avec les personnes avec qui vous travaillez. Ça peut être aussi qu'est-ce qu'on attend d'un manager. Ça peut être aussi, ça va vraiment aussi tout ce qui est autour de la table, comment on place les gens, comment on va placer ses clients, comment on va se tenir à table, comment on va présenter quelqu'un, l'usage du téléphone aussi dans le travail. Enfin, ça touche à énormément de domaines. Et puis la gestuelle qui est importante. Et sans oublier tout ce qui est la correspondance, c'est-à-dire les mails et comment répondre à un mail, comment écrire un mail, comment écrire une lettre. Donc ça touche pas mal de domaines. Avec qui exactement collaborez-vous, Marie? Est-ce que ce sont des personnes privées ou bien ce sont des sociétés d'État ou bien tout simplement ce sont des États, soit africains ou européens peut-être? Alors je travaille effectivement avec plusieurs styles de personnes, c'est-à-dire que je travaille avec des personnes privées, c'est clair, mais aussi avec des sociétés, des grosses compagnies, que ce soit des compagnies d'État comme des compagnies privées, qui me demandent à chaque fois quand je fais une formation, si vous voulez, il y a toujours une partie qui est sur mesure. Je peux travailler aussi avec des politiques d'ailleurs, ça m'est arrivé. Mais à chaque fois, ce n'est jamais la même chose. C'est-à-dire que j'essaie de me coller à la culture de l'entreprise. J'essaie vraiment d'améliorer ce qui peut être amélioré. Et ce que je veux vraiment bien préciser, c'est que dans mes formations, je ne me calque pas sur le modèle français. C'est-à-dire que je veux absolument que les traditions soient respectées. Je peux travailler en Afrique comme en Asie, comme en Russie. C'est vraiment tous les endroits où je me déplace. Mais je ne cherche pas à dire que le modèle européen est ce qu'il y a de mieux. En revanche, ma priorité, c'est le respect des autres, respect des traditions, respect de la personne qui n'a pas forcément la même idée que vous à côté de vous. Marie, on a une dernière question, c'est-à-dire que de plus en plus dans ce monde de communication effrénée, on parle beaucoup des réseaux sociaux et tout, mais quelle est la différence entre le coaching et le business étiquette? Alors le coaching, ce serait plutôt du face-à-face. C'est-à-dire je prends quelqu'un, ça peut être un politique ou ça peut être une personne privée. En revanche, tout ce qui est business étiquette, j'essaie d'apprendre plutôt à travailler en équipe. On est dans une société où on est de plus en plus, on travaille chacun pour soi, il y a la compétition. Et pour moi, le business étiquette, c'est justement essayer de travailler avec des gens qui ne vous ressemblent pas forcément, qui ont des idées différentes des vôtres. Et justement, c'est comme ça qu'on peut arriver à monter un projet qui peut être peut-être plus pertinent. Voilà. Mais le business étiquette, c'est une équipe. Je travaille avec plusieurs personnes. Nicole Soulou, vous avez créé un forum au Congo qui s'appelle le Makutano.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors le Makutano part d'un constat personnel qu'au pays, moi je suis rentrée, ça va faire bientôt 15 ans, qu'effectivement il n'y a pas, en tout cas au niveau du secteur privé, assez de synergie entre les opérateurs économiques en RDC et qu'il était important de faire une mise en relation entre ces Congolais qui ont la même vision, qui croient réellement qu'effectivement le Congo est une terre d'opportunité pour eux aussi, mais de pouvoir ainsi, par ces relations, par ce réseau, renforcer leurs capacités. Donc vraiment, ça part de ça, d'une mise en relation de ces Congolais qui sont là et qui investissent au Congo. Nicole Gambo, Jambo Sana. ce qui veut dire que Makutano, qui est donc une langue swahili, Tout à fait, et bien ça du veut dire Swahili. quoi exactement? Alors, le Makutano vient du Swahili qui veut dire simplement rencontre, rencontre des personnes, mais c'est bien au-delà de ça évidemment le Makutano. On est parti d'un mot qui pouvait réellement nous regrouper tous, mais le Makutano c'est un réseau d'affaires, mais des personnes qui se rencontrent effectivement. Et alors, Joël Bouleli, vous êtes un jeune chef d'entreprise. Vous êtes issu de la diaspora parce que vous faites partie de ceux qui sont retournés tenter leur chance dans leur pays d'origine. Est-ce que vous pouvez un peu, en quelques mots, vous présenter et parler de votre parcours? Oui, donc en quelques mots, donc, je suis un jeune entrepreneur belgo-congolais qui est présent dans différents secteurs économiques comme l'agroalimentaire, le sourcing international et la construction. Donc de par mes origines, ce que j'ai voulu faire, ce que j'ai toujours souhaité, c'était de participer, de contribuer au développement économique du Congo. Parce que tout le monde le sait, actuellement, le Congo et l'Afrique dans son ensemble est quand même à un tournant, un moment charnière de son évolution, si on peut présenter la chose comme ça. Et donc je me suis dit, ben voilà, il serait peut-être temps que je puisse retourner au pays pour essayer de développer en tout cas un secteur. Et le secteur ici que j'ai privilégié, c'est le secteur de la construction, pour deux bonnes raisons. La première raison, c'est que c'est un secteur qui, dans les années à venir, va faire face à la surpopulation des villes. Donc, Kinshasa, aujourd'hui, on peut déjà le pressentir, il y a une pénurie au niveau de la construction. Les habitations sont soit hors de prix, soit ne sont pas conformes. Et alors, donc, voilà, ça c'est un point de vue. L'autre point de vue, c'est aussi sur le fait que à l'heure actuelle, je pense que le secteur de la construction peut être un produit d'appel, un produit d'appel destiné à la diaspora. Parce que je pense que la diaspora a réellement son rôle à jouer dans cette économie de notre pays. Mais cette diaspora réclame certaines garanties. Et c'est la volonté que j'ai justement de retourner au pays pour essayer de contribuer à cette garantie que la diaspora recherche à l'heure actuelle dans le secteur de la construction pour réinvestir. 31 ans, c'est très jeune. C'est l'heure aussi de bâtir un certain nombre de choses. Est-ce que réellement, Joël, vous avez eu un parcours professionnel assez consistant pour embrasser plusieurs activités à la fois? Ouais. J'ai envie de dire que dans la question que vous me posez, j'ai eu une bonne étoile. Cette bonne étoile, en fait, c'est le parcours personnel que j'ai effectué en Europe. Ce parcours professionnel, c'est un parcours dans lequel j'ai pu travailler dans différentes entreprises présentes dans le secteur industriel européen et qui m'a permis de tisser un réseau de relations qui aujourd'hui me conseille et m'accompagne dans ce projet. Donc c'est vrai que mon âge face à toute cette communauté qui m'entoure ne pose pas de problème. Monsieur Goerens, déjà, dans un premier temps, nous aimerions avoir les impressions que vous avez par rapport aux différents profils qu'on vous a présentés. Et alors, vous demandez aussi, est-ce que l'Europe met en place des dispositions pour accompagner ces Européens africains quand ils veulent retourner au pays pour entreprendre dans leur pays d'origine? Bien, écoutez, d'abord, le développement, c'est une affaire africaine. Le développement africain, c'est l'affaire des Africains. C'est aux Africains de faire les choix politiques, de définir leurs grandes orientations politiques. Et c'est à nous de partager nos enseignements avec nos partenaires et, le cas échéant, de s'entendre sur des coopérations. Alors, ce que je viens d'entendre, ça va dans le droit sens de ce que les Africains et nous-mêmes veulent promouvoir. Une manière de faire les affaires en étant respectueux des traditions.
en respectant la dignité des personnes qui sont là. Si on leur impose un autre style de vie, une autre façon de vivre, ça peut les blesser, ça peut être perçu par ces personnes comme une atteinte à leur dignité. Donc ça, c'est très bien. C'est la forme, mais c'est tout de même essentiel. Vous êtes un jeune entrepreneur dynamique, c'est très bien, c'est ce qu'il faut. C'est à vous de développer des projets et vous mettez ensemble des partenaires qui aspirent à devenir des acteurs économiques. Je crois que l'Afrique a beaucoup de potentialités. Il n'y a pas seulement une Afrique. Il y a l'Afrique de 12 pays qui ont décollé au plan économique, qui ont des croissances voisines de 10, 11, 12%. Ce qui me frappe aussi, c'est dans certains pays le caractère endogène du développement. Prenons par exemple le Ghana, qui a une économie qui n'a pas eu une interruption au niveau du dynamisme du développement, malgré la chute des prix pétroliers, des prix des matières premières. L'Afrique, on a l'impression qu'elle brûle les étapes, elle commence dans le tertiaire, pour ensuite, pour trop longtemps avoir négligé le secteur industriel. Je crois qu'elle commence à le découvrir, et si c'est son choix, c'est à nous de l'accompagner là-dedans. Enfin, voilà comme première impression de ce que vous m'avez dit. M. Goerens, vous êtes issu d'un pays, on peut dire d'un petit pays au cœur de l'Europe, mais qui fait partie des pays fondateurs. Parce que pour nous, la Belgique, c'est déjà un empire. Et qui donc quand même fait partie, on vient de fêter les 60 ans de la Commission européenne, de l'Union européenne et tout, avec le traité de Rome, mais vous étiez là dès le départ. Mais vous êtes surtout connu comme étant quelqu'un qui est déjà sur place depuis un peu longtemps, depuis 1997. Vous êtes donc député luxembourgeois. Et ensuite, mais en 2013, vous avez renoncé à votre mandat de député luxembourgeois. Et en 2014, c'était le coup de gueule de M. Goerens. Donc tout le monde l'a dit, on parlait d'Ebola. Pourquoi l'Afrique? Quand vous avez des pays comme le Libéria, par exemple, frappés par la crise d'Ebola, là, vous pouvez faire un test de résistance du système de santé. En moins de 15 jours, le système de santé était par terre. Pourquoi? Parce que le système de santé n'était pas suffisamment développé. Donc, on a négligé, au plan intérieur et aussi au plan de la coopération, le développement du secteur de la santé. Parce que si vous aviez quelques cas d'Ebola au Nigeria, vous n'avez pas eu le même développement de la maladie. Donc, je crois que la misère, ce n'est pas une fatalité. Ce qu'il faut faire, c'est prendre les devants, développer les secteurs sociaux de base. Nous sommes prêts à soutenir l'Afrique dans cet effort. Et puis, en parallèle, il faut développer les capacités de l'Afrique de pouvoir un jour renoncer à toute aide extérieure. Recevoir de l'aide extérieure, cela n'a rien de gênant. Quand je vois tous les transferts technologiques dont sont bénéficiaires nos pays européens, nous n'avons pas de leçon à donner à ceux qui sont tributaires également de la transmission du savoir. Mais Ebola, c'était un coup de gueule parce que c'était en fait une crise systémique. Systémique pourquoi? Parce que le système de santé était par terre, pas suffisamment développé. Le système de gouvernance laisse à désirer. Le système d'observation de ce genre de maladie au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, comme elle l'a reconnu elle-même, laissait aussi à désirer. Donc il y avait quand même des failles importantes dans le système qui ont expliqué au début, toutefois, le développement assez rapide de cette pandémie. Donc vous êtes déjà à la troisième édition. Quelles sont les retombées du Makutano? Alors, ce qui est bien avec le Makutano, c'est que le Makutano, c'est un réseau qu'on a initié au mois de janvier de l'année passée. Nous avons eu les 2 éditions dans une même année. Alors, la première année où on pensait, en tout cas la première édition, on pensait avoir 40 personnes, nous avons eu 150 personnes. La deuxième édition, on pensait avoir 200 personnes, on a eu 300 personnes. Donc un réseau qui monte réellement en puissance. Si je dois parler des retombées, je ne peux que donner les faits et ce qui est enregistré à ce jour, c'est-à-dire qu'il y a des opportunités d'affaires qui ont été signées, des partenaires qui ont été trouvés à partir de ce réseau. À ce jour, on compte plus de 100 opportunités d'affaires conclues et vraiment, on est très fiers de ça et très contents. C'est-à-dire qu'en moins
moins d'une année, en moins de 9 mois, on a eu autant de relations d'affaires, de mises en relation qui ont été conclues. Donc voilà. On dit que la faculté de produire de la richesse est plus importante que la richesse elle-même. C'était un de vos slogans. Est-ce que le Makutano, donc, qui va avoir lieu le 3e, qui va avoir lieu en septembre 2017, va baser cette fois-ci son fusil, va tourner son fusil de quel côté? Tout à fait. Le thème de cette année est l'industrialisation, parce qu'on pense réellement qu'on est obligé de passer par cette industrialisation pour arriver à avoir cette classe moyenne, pour pouvoir créer ces emplois. C'est un passage obligé aussi bien que l'agriculture. Donc nous avons choisi d'avoir ce thème qui est urgent chez nous, vraiment pour pouvoir promouvoir ces emplois, de passer par l'industrie et de le rappeler. C'est vrai qu'à ce jour, le tableau est celui qu'il est, mais c'est de voir comment ensemble on peut arriver à trouver des pistes de solutions. Donc on voudrait pour la 3e édition en tout cas mettre tous les acteurs ensemble pour essayer de réfléchir, de voir, de créer des synergies, de voir des Congolais qui peuvent trouver des partenaires et de voir si c'est possible d'impacter un peu positivement ce secteur qui peine à démarrer. Il faut rappeler que c'est pour les 15, 16 et 17 septembre. Tout à fait. Tout à fait. Joël Bouleli, vous avez participé à un forum Makutano. Et quelles sont vos impressions? Écoutez, moi je pense que je remercie vraiment Madame pour cette initiative parce que à l'heure actuelle, au niveau du Congo, pour parler vraiment du Congo, il y a ce besoin-là de nous en tant qu'entrepreneurs de pouvoir se retrouver entre nous. Et on a besoin de se retrouver, de pouvoir échanger pour justement améliorer les choses. Et je pense que cette plateforme, c'est vraiment une aubaine pour nous. Et si je pouvais aussi rebondir sur ce que M. le député a dit, au niveau des technologies européennes, dans une des sociétés dans lesquelles j'ai des participations, ce que nous mettons en place, c'est nous inspirons énormément de technologies européennes. Parce que je pense que l'Europe est une source d'inspiration pour l'Afrique, qu'il y a beaucoup de technologies qui sont en Europe, qui peuvent être importées au niveau du territoire congolais. Et c'est ce qu'on fait au sein de notre société ABP, parce que je pense qu'on a besoin de ces technologies, mais on a aussi besoin de les adapter au contexte de notre pays. Voilà pourquoi je voulais faire cette petite parenthèse, parce que je pense que la phrase que vous avez dit est très importante. L'Europe a vraiment besoin, le Congo a besoin des inspirations européennes. J'essaie de dire des choses importantes. Ségolène, justement, votre pays a une présentation mondiale, donc c'est connu comme étant un paradis fiscal, entre guillemets, je dis bien. Est-ce que c'est vrai que c'est toujours plus important, que ce soit pour Madame Marie qui fait du business étiquette, que ce soit pour Nicole qui est donc dans le Makutano ou bien Joël, est-ce que le Luxembourg peut représenter une rampe de lancement pour le travail? Bien entendu. Nous pouvons mettre ensemble des acteurs. Nous avons un concept au niveau de l'aide publique au développement extrêmement développé. Nous sommes à 0,9 jusqu'à 1% d'aide publique au développement par rapport au produit intérieur brut. Donc on est connu dans le monde de la coopération. Rampe de lancement, bien entendu, on l'a fait notamment pour la promotion des petits crédits. Donc des crédits de très faible montant, des microcrédits comme il est convenu de l'appeler. C'est à partir de la place financière que ce produit a été lancé. C'est un moyen d'intégrer les pays en développement dans l'économie mondiale parce que les intérêts payés sur les microcrédits sont très supérieurs à ceux que nous payons ici lorsque nous faisons un emprunt pour lancer une entreprise. Donc de ce point de vue, on n'a pas de leçon à donner aux Africains. Nous devons leur faire part de notre étonnement face à leur capacité de développer des choses à partir de très peu de moyens. Mais là où le bas blesse, c'est un problème de gouvernance. Vous êtes entrepreneur dans un pays qui souffre quand même énormément de problèmes de gouvernance. Alors comment faire en sorte que ces entreprises puissent se développer? L'Europe, et Luxembourg fait partie de l'Europe, pour répondre à votre question, j'intègre quand même mon pays là-dedans. Et comme c'est un luxembourgeois qui a fait la proposition de créer des fonds d'investissement durable, c'est Juncker qui a proposé cela.
Il importe donc de donner aux créateurs africains, aux gens qui ont des projets, les moyens de se lancer. C'est un système qui fonctionne à partir d'un octroi d'une garantie qui peut couvrir jusqu'à 30% du risque encouru par l'investisseur. Donc ce n'est pas une invitation à la folie économique, c'est une incitation à prendre des risques calculés. Donc à partir de ça, on peut développer des activités économiques. Et puis il y a la politique commerciale qui doit aider, bien entendu, les Africains à s'intégrer dans l'économie mondiale. La coopération au développement peut être utile dans ce sens, qu'elle peut aider les exportateurs vers l'Europe à remplir les normes de qualité. Donc c'est ça, comme on a des qualités de plus en plus exigeantes qui répondent aux demandes du consommateur, il est évident que ceux qui exportent sur le marché européen doivent se conformer à ces normes. Et là, c'est un réel problème pour les Africains. Et dernier mot, vous avez évoqué l'industrialisation, vous aussi. Cela me paraît essentiel. Je ne connais aucun pays au monde qui n'ait réussi à accéder à la prospérité sans passer par une solide phase d'industrialisation, sauf peut-être la Nouvelle-Zélande, mais pour des raisons très spécifiques à ce pays. Donc, tous les autres pays ont besoin. Vous avez les matières premières, vous avez la jeunesse, vous avez l'intelligence. Madame s'est référée à des universités de qualité. Il y a des possibilités d'échange. Donc, toutes les conditions sont réunies pour valoriser davantage de potentialités que ce n'est le cas à l'heure actuelle. Nicole Soulou, justement, vous qui organisez au Congo un forum économique pour mettre en avant tous ces acteurs économiques, d'après votre expérience, quels sont les freins justement à l'émergence de ces acteurs économiques? Est-ce que l'Afrique est prête à rentrer dans la mondialisation décrite par M. Gorins? En tout cas, elle se prépare. Les freins sont là, comme a dit le député à côté de moi quand il a parlé de bonne gouvernance. Évidemment, on est à une phase critique, à la croisée des chemins, si je peux dire maintenant, où les décisions importantes doivent être prises pour l'avenir de l'Afrique. Mais en même temps, ce que je dis, c'est que le Congo est là, les potentiels sont là, 82 millions de Congolais sont là, tous les jours ils se lèvent, tous les jours ils se lèvent pour aller au travail, les enfants vont à l'école tous les jours, tant bien que mal, il faut insister dessus, mais il n'y a pas un temps mort, il n'y a pas le temps qui s'est arrêté en RDC. Et ces initiatives comme le Makutano se veulent de venir renforcer ça, de pouvoir trouver des pistes de solutions ensemble, de comment sortir de cette période qui, et je le dis et j'insiste dessus, qui restera de toute façon temporaire. La RDC n'est pas arrêtée à ce temps-ci, la RDC est appelée évidemment à avancer, et donc ces initiatives comme le Makutano ou d'autres, où j'espère en tout cas qu'il y en aura bien d'autres que le Makutano, essaient de créer des synergies pour trouver des solutions économiques propres à la RDC, parce qu'effectivement chaque pays a ses spécificités, chaque pays a ses données. Mais voilà. Est-ce qu'après 2 éditions de Makutano, y a-t-il eu des success stories? Absolument, absolument. Il y a des partenariats qui sont signés. Il y a des partenaires qui se sont trouvés, il y a des synergies qui sont créées, et il y a de nouvelles structures qui existent depuis le Makutano, entre 2 partenaires qui ont décidé de faire plus grand. Il y a des contrats qui sont signés, des sociétés qui ont pu avoir des contrats ou qui étaient en discussion, mais dont le Makutano a pu permettre de conclure plus vite. Et je disais tout à l'heure, effectivement, en moins de 9 mois, on peut parler de 160 opportunités d'affaires pour des gens qui se connaissaient peut-être mal, mais grâce au Makutano, qui ont pu se connaître et créer ces liens de confiance, parce que le business, c'est d'abord la confiance aussi, et bien se connaître. Donc une mise en relation importante. Je voulais savoir si vous impliquez aussi la femme africaine justement dans cette mise en avant du secteur économique, parce que je sais, à moins que je me trompe, que l'Europe, à un moment donné, a pratiqué la discrimination positive à l'égard de la femme africaine pour le développement. Absolument, absolument. Et je suis heureuse de cette question parce que d'abord, je suis une femme. Ça veut dire aussi que les initiatives des femmes au pays sont accompagnées, qu'il est possible de faire, et que je reviens sur la position de la femme en RDC. Vous savez, la femme en RDC fait face à toutes les barrières qui existent partout en Afrique. Mais en plus de ça, il y a ces guerres civiles, il y a ces violences sexuelles dont il faut à chaque fois rappeler à l'Est, qui font que le parcours de la femme congolaise, en tout cas,
est plus difficile, mais c'est aussi l'occasion de redire que c'est des femmes qui ont des ressources sans fin, parce que ces femmes, qu'elles soient à l'Est ou que ce soit en RDC, se lèvent tous les matins, et que c'est elles qui sont aujourd'hui la colonne vertébrale d'une économie qui est d'abord informelle, qui est fortement informelle, et voilà, donc qui tiennent cette économie. Donc la femme a toute sa place, et effectivement dans le Makutano, qui, je le dis, initié par une femme, mais pourtant très très bien accompagnée, et évidemment a cet accent de mettre la femme congolaise en avant, qui fait déjà énormément de choses, qui a des ressources, qui contribuent à l'économie du Congo. Il faut redire, et par cette voie, j'insiste pour leur dire, quels sont acteurs de développement économique de la RDC, parce que c'est elles qui font la plus grande partie de l'économie informelle. Monsieur Gourens, vous avez peut-être quelque chose à rajouter par rapport à ça, à cette discrimination positive? Si on ignore le rôle de la femme en Afrique, on ne connaît rien au développement. Parce que la femme est l'actrice centrale du développement. On peut le dire avec les mots des proches, c'est assez humoristique. C'est blessant pour les hommes et pas pour les femmes. Il a dit, je ne sais pas s'il a pensé à l'Afrique lorsqu'il a dit ça. Une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette. Donc, c'est vous dire que la femme est suffisamment autonome déjà aux yeux des proches. Non, mais blague à part, la femme, c'est l'actrice centrale pour le développement, pour l'éducation des enfants, pour la formation des enfants. J'ai accompagné les projets d'alphabétisation informelle, donc les gens qui étaient instruits dans leur langue maternelle, pas en français ou en anglais ou en allemand. Et qui ont appris avec une vitesse extraordinaire. Hein. Et au bout de quelques mois, elles ont pu, à leur tour, apprendre à lire et à écrire aux autres. Donc, je crois que les prouesses des femmes sont d'une dimension telle qu'on ne peut pas les énumérer aujourd'hui. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ce qui est bon pour le développement en Afrique, ce qui est bon pour la femme, c'est bon pour le développement en Afrique. L'émission Africa-Europe continue, cette fois-ci donc avec la même configuration de notre plateau, seulement avec un nouveau venu, M. Marc Depose. Enchanté. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Et quel est ce lien avec cette émission ou bien avec quelqu'un de ce plateau, s'il vous plaît? Mon nom est Marc Depose, comme vous l'avez très aimablement dit. Je suis juriste de formation, économiste de formation, et j'ai le plaisir de travailler avec M. Joël Bulelli depuis un certain nombre d'années et de participer à l'ensemble de ses projets et au développement qu'il est en train de mettre en place. On parle beaucoup de cette structuration des entreprises de M. Joël Bulelli, Oui. de ce qu'on appelle le OneCoin. Est-ce que vous travaillez un peu dans ce sens de structuration? Et qu'est-ce que c'est que cette économie structurale que vous voulez mettre sur place? Si vous voulez, le OneCoin est simplement un outil. Il ne faut pas se tromper. Le OneCoin, c'est une monnaie cryptogramme, c'est une monnaie née dans l'Internet, dans un secteur donné et par rapport à un groupe donné. Mais je dirais que la virtualisation de l'économie et du OneCoin, elle est valable pour n'importe quelle monnaie. Votre monnaie à vous, que ce soit en euros, vous payerez dans la zone euro vis-à-vis de gens qui acceptent l'euro. Et depuis Bretton Woods et la rupture avec la parité à l'or, je dirais que toutes les monnaies sont devenues quasiment virtuelles. Sous cet angle-là, ce qui est important, c'est qu'en réalité, l'émergence de ces monnaies deviennent des instruments complémentaires qui permettent d'accompagner, je dirais, d'affiner et de relancer des économies dans l'économie. Elle n'a pas pour volonté de remplacer l'argent officiel, elle n'a pas pour volonté de commencer à mettre en place un système universel. C'est simplement un outil qui doit permettre, je dirais, de développer précisément une communauté donnée, de fonctionner petit à petit, de grandir petit à petit, et de permettre, je dirais, l'émergence d'une économie qui va faire ses pas petit à petit, qui va grimper, qui va grandir, qui va grossir. L'idée est de fluidifier, de fluctuer, de donner plus d'aisance, de donner plus de souplesse à un certain segment de l'économie. Justement, en tant que juriste, vous ne pensez pas que quand même, pour des économies aussi, on peut dire, faibles, entre guillemets, comme les économies africaines avec lesquelles vous travaillez beaucoup, Oui. est-ce que ces pays sont prêts à intégrer la monnaie, donc le OneCoin par exemple? Je le pense. Et précisément parce que ces pays ont effectivement des économies qui ont parfois difficile à faire leur place. Elles n'en restent pas moins, je dirais, partie prenante de l'économie mondiale. Ça veut dire qu'elles en subissent de plein fouet toutes les variations, toutes les tensions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient financières, et elles n'ont pas les moyens de se défendre.
Et quand on parle d'économie à ce niveau-là, on parle évidemment bien souvent d'économie étatique et le retour à l'individu, le retour à la personne qui va acheter son pain le matin, qui peut acheter une voiture, je dirais qu'on est bien loin de l'économie mondiale. Et dans cette économie de tous les jours, au contraire, je pense que le OneCoin ou n'importe quelle autre monnaie, entendons-nous bien, le OneCoin a des spécificités sur lesquelles on reviendra peut-être, mais il mériterait une émission à lui tout seul, tellement il est quand même complet. Mais en réalité, la monnaie virtuelle a, je dirais, ces caractéristiques de pouvoir être à la mesure d'entités plus étroites. D'ailleurs, en Europe, vous avez vu l'émergence d'un tas de monnaies qui ont pour volonté d'être régionales, d'être locales, parfois d'être liées à un quartier. Qu'est-ce qu'elles traduisent fondamentalement? Elles traduisent simplement la nécessité de pouvoir, dans un système d'échange qui se veut ne pas être purement financier, être un outil de définition, un outil, une unité. Si moi, je donne des cours de droit à quelqu'un qui lui-même est plombier, je donne des cours à son fils, je donne X heures de cours. Son plombier, à son tour, viendra chez moi pour réparer ma fuite. Comment va-t-on évaluer? On est dans du troc, mais précisément, c'est ce qui a amené l'existence de la monnaie, c'est que le troc est compliqué à gérer. Et donc l'existence d'une monnaie virtuelle, il y a eu des marguerites, mais je dirais que l'imagination est au pouvoir sous cet angle-là. Chaque fois qu'on a créé des monnaies virtuelles, c'était pour la nécessité de pouvoir arriver à quantifier ces échanges informels. Et précisément dans des pays comme les pays africains, du moins dans certains d'entre eux, on est au troc, on est dans l'échange de services. Et la renaissance va passer d'abord par je dirais, le renforcement de toute cette base économique locale. Et le OneCoin vient précisément apporter cet outil d'évaluation. C'est la raison pour laquelle vous travaillez, Joël, avec M. Marc Depose? Parce que de toutes vos entreprises que vous avez, est-ce qu'elles sont vraiment prêtes à intégrer ce système? Déjà, pour répondre avec Marc Depose, ce n'est pas compliqué de travailler. Donc, on travaille ensemble depuis de nombreuses années. Donc, on a, j'ai envie de dire, développé une complicité. Donc, il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Mais ici, au niveau du projet du OneCoin, c'est vrai que M. Marc Depose s'est attelé justement à rencontrer un peu plus la communauté OneCoin parce que nous avons pensé qu'à l'heure actuelle, cette communauté qui est composée d'à peu près 3 millions d'individus pourrait être intéressante pour soutenir l'économie au niveau du Congo. Et on donne la possibilité à cette communauté aujourd'hui de pouvoir, cet argent qui est numérique, on leur permet d'acheter des maisons à l'heure actuelle au niveau du territoire congolais. Donc oui, je pense que cette économie a tout à fait, ce OneCoin a tout à fait sa place au niveau du Congo et l'une de mes entreprises, Leader Construct, justement soutient ce projet. Marie Detty, comment présenter, après avoir entendu donc le député, après avoir entendu Nicole, Joël et Marc Depose, comment vous pouvez structurer tout cela dans le cadre de votre travail de coaching ou bien de business etiquette? Eh bien moi, ce que je résumerais avec une valeur qui m'est très chère, c'est le partage. Et j'ai trouvé que justement quand Marc Depose parlait de ce troc, je trouve que ça crée un lien. Et c'est ça qui, à mon avis, est le plus important, c'est de créer du lien, créer et partager. Et je dirais que je pense que le nouveau luxe, c'est de savoir partager, justement. Et c'est ça qui, à mon avis, peut consolider une bonne partie le secteur entreprise aussi en Afrique. Et quels sont les pays principaux avec lesquels vous travaillez? Vous êtes en France, mais vous travaillez beaucoup sur le terrain. Alors, quels sont ces pays et dans quel secteur? Je voyage beaucoup. Oui. Je travaille aussi bien en France avec des jeunes issus des banlieues difficiles, à qui je donne des cours sur tout ce qui est l'entretien d'embauche. Je donne des cours, je suis professeure dans des écoles de commerce. Donc ça va de première année jusqu'à Master 2 de finance. Et puis, je travaille aussi je travaille à l'étranger, donc en Afrique. En Afrique, c'est plutôt en Côte d'Ivoire, dans des secteurs plutôt entrepreneuriales, c'est-à-dire des grandes entreprises qui appartiennent à l'État. Et puis au Burkina Faso aussi. Je travaille beaucoup en Russie,
en Ukraine, en Kazakhstan, Azerbaïdjan, enfin bon, pas mal de pays, et puis en Asie maintenant avec Taïwan et Hong Kong. Donc vraiment éclectique alors. Complètement éclectique. Je vois des gens de tous horizons et de complètement différents milieux. Et je pense que c'est ça qui m'enrichit personnellement. Nicole, le Makutano, vous l'avez dit donc, échange, rencontre et tout. Moi je dirais que c'est une rencontre aussi, comme vous l'avez mis dans un de vos textes, de nouvelle génération, donc d'hommes d'affaires et de chefs d'entreprise congolais et africains, mais cependant dans un espace réduit en un temps déterminé. Alors, une 3e édition, ce qui veut dire que vraiment vous êtes satisfaite des 2 premières éditions. Absolument. Comme j'ai dit, c'est un réseau qui monte en puissance. Rien que quand on regarde le temps, on a fait une première édition en janvier, une deuxième en septembre qui a regroupé près de 300 chefs d'entreprise congolais. La 3e arrive, effectivement, c'est 2 journées. Une première journée des conférences, une deuxième journée de rencontres B2B. Et je voulais absolument revenir sur ce réseau qui se veut un réseau pour créer des synergies entre Congolais, pour arriver à des renforcements de capacités, pour rejoindre ce que Joël et Marc ont dit. Renforcement des capacités, c'est quoi? Mais il y a l'information, il y a les techniques, la technologie dont Joël parlait, comme a dit le député aussi, augmenter une surface financière. Comment on y arrive? Comment on arrive à faire une levée de fonds? Comment on arrive à avoir un peu plus facilement accès au financement? Ce partage d'informations, on peut rejoindre aussi ce que Marie vient de dire, ce partage d'informations qui fait que le réseau aide à des renforcements de capacités, à des entreprises, comme vous l'avez dit, jeune génération, nouvelle génération, pour ceux qui sont, ça va faire moins de 25 ans en affaires et qui ont encore besoin de passer le cap, de pouvoir réellement faire le relais d'une génération à une autre, qui ont besoin d'être ensemble. Et comme on dit, moi je veux reprendre l'adage africain qui dit « seul on va très vite, mais ensemble on peut aller réellement plus loin » et d'arriver réellement à être ensemble, parce que je pense que ça aussi, c'est une partie de la solution. Makutano, c'est en fait un cocktail d'un Congo qui bouge et d'une Afrique qui avance, mais surtout qui se transforme. Absolument. Alors, qui veut venir au Makutano? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, par exemple, je suis intéressé par le Makutano. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, le Makutano, c'est le réseau des chefs d'entreprise congolais, mais qui se rencontrent avec des potentiels partenaires d'affaires ou ceux qui sont intéressés à investir en RDC. C'est comment arriver à avoir des partenaires, comme je dis, pour le transfert de technologie, pour arriver à trouver des financements, pour être ensemble, pour être plus fort, pour répondre à des appels d'offres. C'est donc ça, c'est vraiment ouvert à tous ces chefs d'entreprise, ces dirigeants, ces experts en développement, ces experts également aussi de la fonction publique. Vraiment, c'est ouvert pour parler business, pour parler investissement en RDC. Merci beaucoup. Et c'est pour les 15, 16 et 17 septembre 2017. Ouais. Merci beaucoup, honorable, d'être venu donc nous rejoindre ici. Un dernier mot peut-être pour ce que vous avez entendu? J'ai entendu des choses très intéressantes, notamment votre exposé sur la monnaie virtuelle. Je crois qu'elle a l'avantage de permettre le développement des activités, même sur toile de fond de crise de liquidité. Elle rend l'économie informelle plus résistante à une crise due à la financiarisation de l'économie. Donc je crois qu'il y aura pas seulement des régimes uniques en matière monétaire, mais une monnaie officielle et une monnaie parallèle. Il faut les deux. Il faut les deux. Comme l'économie officielle est quand même séparée de l'économie informelle, je crois que ça va dans le droit sens. Et ça, c'est l'inventivité des Africains qui m'impressionne. Je crois que les Africains ont des moyens, ils ont des idées, et c'est à nous d'accompagner ce développement, mais en aucun cas de leur imposer. Et j'ajouterai un dernier mot sur ce développement africain qui, je l'espère, sera un développement différent de celui de l'Amérique latine. En Amérique latine, vous avez un développement économique dans les années 90 et depuis le début de 2000 extraordinaire. Vous avez comme résultat au plan de la société plus de riches et plus de pauvres. Et j'espère qu'en Afrique, on pourra arriver à un modèle permettant de faire bénéficier le citoyen en général des bienfaits de l'économie. Donc il y a un système à inventer qui peut faire l'économie des fautes que nous avons commises en Europe. Et
Ayant dit cela, je crois que ça a aussi une dimension universelle. Nous avons adopté, il y a un peu plus d'1 an, la résolution de New York sur les objectifs de développement durable. C'est une réponse aux problèmes que connaissent tous les pays. Dans tous les pays, dû à l'influence de la globalisation, les inégalités ont augmenté à l'intérieur des frontières de chaque pays. Et autre constat, assez cocasse d'ailleurs, c'est que les inégalités entre les États riches et pauvres sont en train de s'amenuiser. Parce que les pays à revenus intermédiaires croissent très vite, l'Europe un peu moins, donc il y a une réduction de l'écart. Et je crois que nous devons être absolument conscients que de ce point de vue, les objectifs de développement durable valent pour tout le monde, plus comme les objectifs du millénaire pour le développement, qui était en fait une suggestion aux pays en développement. De ce point de vue, nous sommes tous logés à la même enseigne, nous sommes tous des pays en développement et nous sommes tous en face du même défi. Et là aussi, nous avons une plateforme, nous devons créer une plateforme permettant de nous échanger pour voir comment on peut arriver à ce niveau de développement durable, chacun bien entendu, en y mettant du sien afin de développer les méthodes, les mécanismes pour y arriver. Merci beaucoup. C'est sur ces notes d'optimisme du député Goerings que nous allons donc nous quitter aujourd'hui, en remerciant tout d'abord M. Joël Boulouny, jeune entrepreneur donc, qui a des dents longues et qui veut aller loin. En remerciant donc la comtesse Marie de Tilly, qui donc avec son concept de business étiquette est en train de faire ce qu'on appelle le link entre l'Afrique, l'Europe et puis des visions futures. Merci beaucoup, Monsieur De Poof, pour nous parler de cette OneCoin, donc la monnaie numérique, qui est une curiosité pour certains, mais qui peut être donc la valeur de demain. Qui sera un très bel instrument. Merci beaucoup, Nicole Silu, fondatrice et initiatrice donc du Makutano, qui veut dire donc rencontre et échange. À Kinshasa, il y a eu donc en 2016. Et cette fois-ci, donc en 2017, ce sera les 15, 16 et 17 septembre à Kinshasa. Vous êtes tous conviés. Absolument. Et merci beaucoup, donc, honorable, de nous avoir accueillis dans votre maison. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.